Bonjour à tous, c'est Jérémy Moscovici. Certains d'entre vous connaissent sûrement mon travail puisque vous avez pu me découvrir dans Top Chef. Certains d'entre vous sont aussi venus me voir dans mes établissements depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 32 ans, je suis un jeune père de famille, marié, et j'ai le plaisir d'être avec Sam Zira aujourd'hui. Bonjour Jérémy Moscovici. Bonjour Sam. On s'était vu à la conférence de presse des Anges, mais qui dit conférence de presse dit no time. Dis 10 minutes. Ouais, TTC. Attention, faut pas compter l'installation. Donc on va c'est dire vrai. 8 minutes 30. 8 minutes. Voilà. Je pensais que je t'avais dit 10 minutes TTC. Voilà, C'est 8 c'est minutes ça, hors c'est taxe. très bien dit, 10 minutes TTC. Mais c'est pas grave parce que c'était quand même très bien. On a pu faire une light overview. Aujourd'hui, on va véritablement rentrer en profondeur. Et moi, Jérémy, je veux vraiment savoir qui tu es. Je veux m'intéresser au monde de la cuisine qui est un monde que je ne connais pas véritablement. Avec plaisir. T'es OK? Je suis là pour ça, avec Tu me plaisir, suis? Sam. Je te suis. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit Jérémy. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'animait, Jérémy Moscovici, quand tu étais enfant? Parce que je sais que tu t'es intéressé au foot, Ouais. je sais que tu t'es intéressé au théâtre, tu as fait le cours Florent, une très célèbre école parisienne, mais tu t'intéressais aussi à la cuisine. Absolument. Le petit Jérémy, déjà, il a un parcours familial, on va dire, heureux, avec 2 frères, un petit et un grand, malgré une séparation de mes parents quand j'avais 3 ans. D'ailleurs, c'est le seul souvenir dont je me souviens quand j'étais gamin, c'est le jour où mon papa a quitté la maison pour la dernière fois. Souvenir d'enfance, une blessure que j'ai gardée. Ensuite, j'ai eu une enfance somme toute heureuse. J'ai eu très rapidement 3 passions qui se sont dégagées. Donc, comme tu l'as si bien dit, le football. Grand passionné de football, première grande histoire d'amour dans la vie avec le foot et avec l'Olympique de Marseille, dont je suis abonné au Stade Vélodrome depuis plus de 20 ans. Le théâtre, qui a été un moyen pour moi d'expression, un moyen de me trouver, parce que je me suis quand même pas mal cherché étant plus jeune. Et puis la cuisine, ma maman, de par ses origines d'Afrique du Nord. Je trouvais fascinant d'observer ma mère préparer le dîner familial dès le jeudi pour le dimanche, et la voir se mettre en retrait le dimanche quand on était tous ensemble en famille autour de la table avec sa cigarette et pas manger avec nous et juste profiter de l'instant et du moment de nous voir tous réunis à table. Je me suis dit putain, mais ça c'est pas con, ça c'est une marchande de bonheur en fait, c'est-à-dire que t'as pas besoin de faire de grands discours, pas besoin de faire de cinéma, pas besoin de raconter la messe, tu fais à manger et à travers ces moments-là, tu provoques des émotions, tu provoques des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Je me suis dit c'est pas mal ça, c'est un truc qui a retenu mon attention ce jour-là, le jour d'un dîner dominical à la maison. Je me suis dit ça c'est assez intéressant. Et Moscovici, ça vient d'où? Alors Moscovici, ça vient d'où? J'ai un papa qui est, de par mon grand-père, polonais et roumain. Donc ça vient de l'Est de l'Europe. On parle de foot, on parle de cuisine, on parle de théâtre. Ouais. C'est des moyens d'expression qui sont tous les trois radicalement opposés. Tout à fait. Ou pas, ça dépend de comment on voit les choses. Mais pourquoi, en tout cas, est-ce que tu sais pourquoi tu avais ce besoin de t'exprimer? Je pense que très rapidement dans ma vie, j'ai eu, avec beaucoup d'humilité, des choses à dire. J'ai un parcours scolaire qui est particulier. J'ai eu le malheur, je dis le malheur, aujourd'hui je le dis avec plus de détachement, mais j'ai eu le malheur d'être décelé comme un gamin surdoué à l'âge de 10 ans. Pourquoi le malheur? Le malheur parce que pendant que tes copains font cours, toi tu es au fond de la classe, tu joues aux échecs avec ta prof. Dans la cour de récréation, on te regarde un peu comme ça. Ça a été chaotique pour moi. Chaotique pour moi le parcours scolaire. J'ai quitté l'école en 3e, au mois de février, je me souviens. Pas de brevet des collèges, rien. Et je faisais déjà du foot à un très très bon niveau à ce moment-là. Le théâtre à côté, et puis la cuisine, c'était une passion. Ça démarre par des trucs à la con, hein. Ça démarre par une pâte à crêpes, par un gâteau, et puis la semaine d'après, il est encore mieux, et la semaine d'après, c'est encore mieux, et puis tu commences à vraiment rentrer dans le truc, à vraiment avoir une espèce de sensibilité avec le produit, avec les textures, les odeurs, les goûts, les saveurs, et tu commences à avoir envie d'aller encore un peu plus loin dans la démarche intellectuelle par rapport au produit. Et la cuisine, ça s'est imposé à moi. J'ai eu, pour le coup, pas de chance au niveau de mes parents, je leur en veux, ils le savent, de ne pas m'avoir forcément trop poussé sur le football parce que tu n'as pas de garantie. Et aujourd'hui, avec le recul, je le comprends. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, de par mon métier, de par la visibilité que j'ai pu avoir et les expériences que j'ai eues, je touche ce monde-là qui m'a toujours fasciné de plus près. Je suis pote avec
pas mal de joueurs de l'équipe de France de foot. Je m'occupe d'eux même culinairement. Donc voilà, j'ai eu la chance, après coup, de retoucher ce milieu-là. Qui Mais nourris-tu? pas mal de monde. Pas mal de Je peux monde. te demander? Ouais, pas mal de monde. Je m'occupe de la famille Arnaud, de Xavier Niel, de Adil Rami, pas mal d'autres joueurs de l'équipe de France de football. Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur, enfin pas mal de qui sont devenus des copains aujourd'hui. Donc voilà, j'ai réussi à toucher au final à travers la cuisine, le milieu, on va dire un peu du théâtre, qui était une passion plus adolescente, et le football, quoi, qui m'a jamais quitté. Et même des potes à moi qui sont champions d'Europe 93 avec Marseille, Eric Dimeco, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Voilà, je m'occupe de lui, il vient d'ailleurs dîner au restaurant ce soir, au passage. Donc voilà, j'ai réussi à travers cet art-là qu'est la cuisine, à retrouver, on va dire, mes souvenirs d'enfance. Mais au final, c'est un joli clin d'œil, parce que la cuisine, ça sert aussi à ça. Et quand on parle de mélange de théâtre, de cuisine et de foot, là pour le coup, pour citer des acteurs, je sais que tu as cuisiné pour Robert De Niro, Absolument, ouais. que tu as cuisiné pour Brad Pitt, Absolument. bon, et en politique pour le président tahitien, Pour le président tahitien et pour notamment. les 3 derniers présidents français aussi. Donc ça, c'était au Festival de Cannes. Ouais, Festival de Cannes, juste après Top Chef en 2015. Mais comment on arrive à cuisiner pour De Niro et pour Brad Pitt? Ben, c'est tout simple. J'ai monté un restaurant éphémère sur le Festival de Cannes, sur la plage mitoyenne à la plage de Canal et en face du Martinez. Et le bouche à oreille, on va dire, a bien fonctionné. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec De Niro qui est venu manger, qui a pas oublié de me laisser sa carte. Et parti à Los Angeles aussi après m'occuper de lui, du jardin. Enfin, le bouche à oreille sur le Festival de Cannes avait bien marché. Complètement délirant d'ailleurs cette année du Festival de Cannes. Je me souviens que j'avais monté une équipe, on travaillait 22 heures par jour. J'avais mis 4 formats dans le format. Brunch, déjeuner, tea time, dîner. Enfin, c'était un délire, mais c'était une aventure humaine incroyable. Mais c'était quoi ta réaction sur le moment quand tu vois Brad Pitt qui débarque? Je vais pas te mentir, c'était drôle parce que en plus de ça, il y avait la visibilité Top Chef, donc tout le monde, tu connais un peu le truc, tu avais pas mal de fans qui venaient pour venir me voir, etc. Machin et tout. Donc t'as Brad Pitt qui débarque à un moment donné, je lui dis oui bonjour, Jérémy Moscovici, enchanté. Il voulait saluer le chef, il me dit oui Brad Pitt, c'est drôle, il s'est annoncé. Je dis oui, j'avais reconnu la personne. Donc c'est toujours impressionnant. Mais après, je pense, je suis sûr même, j'ai pas d'idole à proprement dit. Donc tu as toujours ce sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'au final, ce que je fais pour Brad Pitt ou pour un client lambda, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Mais tu te dis pour des gens comme ça, qui voient beaucoup de choses, qui voyagent énormément, qui ont vu pas mal de choses dans leur vie, bah, s'arrêter chez toi quand tu as toute une croisette avec des 3 étoiles Michelin, des mecs qui sont là depuis 20 ans et tout, et qui viennent plutôt manger chez toi, c'est toujours un plaisir très satisfaisant. Mais voilà, pas d'extase. Tu sais, la cuisine, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour faire ce métier, malgré ce que les uns et les autres peuvent penser ou ce qu'on peut voir à travers, pas que moi, mais des garçons comme moi qui font de la télé. Il ne faut jamais aussi oublier que la télé reste de la télé. Pour faire ce qu'on fait, il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, beaucoup de générosité, beaucoup d'affection envers les gens, parce que, sans mauvais jeu de mots, on est dans quelque chose de très intime. On fait quand même rentrer des choses à l'intérieur d'une personne, donc il y a quelque chose qui se met en place qui est quand même du sentiment et du paramètre. On dirait que tu nous parles d'une relation sexuelle. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas arriver sans mauvais jeu de mots, mais on en est presque là. On ne peut pas rigoler avec ça. Donc on est obligé de donner, tout dépend de l'approche qu'on a, mais on est obligé de donner de notre personne. C'est une jouissance, la nourriture? Je trouve, ouais, bien sûr que c'est une jouissance. Je pense que c'est une jouissance parce que, alors tu as deux sortes de gens. Tu as des gens qui se nourrissent pour se nourrir et tu as des gens qui se nourrissent par passion, par plaisir. Moi, quand on vient chez moi et qu'on me dit que c'était très bon, je le sais. Maintenant, quand on vient chez moi et qu'on me dit « Putain, ça m'a rappelé quand j'étais avec ma grand-mère en cuisine, quand j'avais 12-13 ans, la texture de la mousseline de pommes de terre, l'odeur du biscuit, du gâteau, des choses comme ça. » C'est ça qui est le plus intéressant pour moi. Parce qu'encore une fois, je te le dis, quand on fait ce métier, c'est une remise en question perpétuelle. Je ne vis pas, moi, dans mes établissements ou sur l'approche que j'ai, sur des cartes qui durent 1 an, 2 ans, ou que je change 2 fois par an. Tous les jours, c'est une perpétuelle remise en question. Pourquoi? Parce que l'approche que j'ai, c'est de travailler avec des vrais gens, ce que j'appelle des vrais gens, c'est-à-dire des petits faiseurs, des producteurs, des pêcheurs. Et au final, aujourd'hui, avec les gens avec qui je travaille, je passe presque plus de commandes, ils savent comment je fonctionne, et c'est au final la plus belle pêche du jour. Et si la plus belle pêche du jour, c'est qu'il y a 10 bars, et ben, il y en a 10, il n'y en a pas 12. Après, on passe à autre chose. Et toujours dans le respect des saisons et du terroir et du merroir. Donc,
C'est quelque chose qui est, quand on a cette démarche-là, quand on se donne les moyens, c'est beaucoup plus de travail hein, que d'avoir une carte qui dure 6 mois, c'est les mêmes commandes tous les jours, tu sais, t'as pas de problème. Quand on essaye d'aller dans ce que j'appelle être une démarche intellectuelle, encore une fois avec humilité, quand on essaye de le faire, forcément on a une relation avec les gens qu'on nourrit qui est tout de suite différente. Et donc on peut dire que tu fais de la cuisine responsable? Oui, on peut le dire. J'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, on peut dire que je fais de la cuisine responsable. Mais en fait, peut-être que je l'avais jamais vu comme ça parce que c'est tellement une normalité aujourd'hui. Pas pour tout le monde. Hein. Pas pour tout le monde. Pour énormément d'établissements, bon, bah, il faut 90 saumons jour. Ouais, ouais, puis c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Voilà. Bien sûr. Et puis au final, le saumon, c'est quoi qu'il y a dans notre assiette? Bah, aujourd'hui, je pense que si tu me poses la question, en plus, c'est que tu prends cet exemple, il n'est pas pris au hasard. Aujourd'hui, on est au courant, on sait depuis des années que les saumons qui viennent des pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège, sont plus comestibles. Aujourd'hui, Est-ce qu'on nous empoisonne? Souvent, oui. Ouais. Aujourd'hui, tu dois avoir quoi, 20 000 restos à Paris? Je ne suis pas convaincu que j'en ai 10% qui soient valables. Bah alors comment être sûr? Je prends le guide Michelin, je regarde où je vais en fonction des étoiles. Le guide Michelin, on en reparlera derrière, mais non, justement, non, ne prenons pas le guide Michelin. Il y a certains codes qui sont intéressants à avoir. Je vais te donner un ou deux exemples. Quand tu vas dans un restaurant et que tu vois une carte où il y a déjà plus de 6-8 entrées, plus de 6-8 plats et plus de 6-8 desserts, il faut déjà partir en courant. Ah oui, à ce point-là. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, on est sur des cartes, plus les cartes sont allongées, moins c'est un gage de sécurité et de confiance. C'est très simple, regarde. Tu as un restaurant qui doit avoir, aujourd'hui, tu as 5 restos sur 7 qui doivent avoir 10 entrées, 10 plats, 10 desserts. Tu regardes très rapidement l'intérieur du restaurant, tu vois qu'il a 40-45 couverts. Comment tu fais pour avoir de la cam fraîche, en qualité optimum et d'arrivage tous les jours, quand tu as 30 références sur une carte et que tu peux faire 40 couverts? Admettons, un soir, tu as 12, tu vends, je dis une connerie, tu as œuf, maillot, machin, tu en vends 15 sur 50 couverts. Ou 10, peu importe. Il t'en reste 40 couverts derrière. Mais il te reste toujours 11 références non utilisées. Donc tu ne peux pas avoir de la cam optimum en permanence. Aujourd'hui, les établissements qui te donnent un gage de confiance, c'est soit les gens qui travaillent comme on dit à l'ardoise, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle plus communément un retour de marché, avec un menu qui change tous les jours, soit avec des cartes restreintes, c'est-à-dire 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. C'est quoi l'avenir des restaurants? Bah, j'ai envie de dire, heureusement, malheureusement. L'avenir des restaurants, c'est qu'heureusement, les gens auront toujours besoin de manger, auront toujours besoin d'aller au restaurant. Mais Ouais. aujourd'hui, tu as quand même 7 restaurants qui ferment par jour en France, en moyenne. C'est énorme. Pourquoi? Bah, pour ces raisons-là. Après, tu n'as pas que ces raisons-là, mais tu as aussi des raisons qui sont... tu as des bons professionnels, mais qui ne sont pas des bons gestionnaires. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Ensuite, tu as des gens qui ne savent pas travailler, effectivement. Tu as des gens qui se disent... si j'étais coiffeur il y a 5 ans, ils se disent putain, la restauration, t'ouvres le tiroir caisse 150 fois par jour, je vais me lancer. Bah, moi, demain, j'ouvre un salon de coiffure, je tiens 3 mois. Hein. Mais alors c'est quoi la qualité par excellence selon toi, Jérémy, pour être un bon chef cuisinier? Bah, un bon chef cuisinier, pour moi, c'est déjà d'avoir une approche de son métier. On fait déjà des métiers de passion. Premièrement, avoir une approche. L'approche professionnelle, c'est la base. C'est comme un joueur de foot qui se tapait dans un ballon. Après, il faut une approche intellectuelle, c'est-à-dire aller au plus proche des produits, se renseigner, le sourcing, savoir d'où viennent nos produits, s'intéresser vraiment à ça. Un chef cuisinier ne se résume pas à cuire un poisson, mettre une sauce dessus et l'envoyer en salle. Je pense qu'il y a un travail en amont qui est plus important que ça à faire. Donc un bon chef cuisinier, c'est un bon gestionnaire, un bon professionnel, un chef qui dresse une assiette comme si c'était la dernière, chaque assiette qu'il dresse. C'est ça un bon professionnel. Depuis plusieurs années, c'est la mode des grands chefs, des grands chefs cuisiniers, des grands chefs pâtissiers. Est-ce qu'on peut être un bon chef cuisinier et est-ce qu'on peut être une star? La réalité, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui me fait te répondre oui. Quand on voit Cédric Grolet, quand on voit Cyril Lignac, quand on voit ce qu'a été aussi Christophe Michalak, je dis ce qu'a été parce que c'est monté très haut et c'est redescendu très vite. Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que d'autres sont arrivés avec des choses un peu plus novatrices. Et puis à un moment donné, Christophe Michalak, beaucoup de respect pour son travail, mais il s'est perdu. Il s'est perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il quitte le Plaza, il ouvre 1, 2, 3 boutiques, il fait des bouquins, il fait de la télé, mais à un moment donné, si tu n'es pas bien entouré, bah, la qualité, quand tu te dis vendre des choses de luxe, tu vends une pâtisserie dans ta boutique à 10 ou 15 euros la part individuelle, mais qu'au bout de 6 mois, la qualité elle est comme ça, les gens ils te font confiance une fois, 2 fois, ils ne reviennent plus. C'est aussi simple que ça. Quoi, ça manquait de qualité? Bah, à un moment donné, sur la régularité, ouais, Christophe Michalak, il s'est un peu perdu. Il y en a d'autres. Hein. Mais Cyril Lignac aussi fait de la télé. Oui, la seule différence, c'est que Cyril Lignac, il a une force que les autres n'ont pas. Beaucoup de télé même. Beaucoup de télé. Mais Cyril Lignac, il a une force que les autres n'ont pas, c'est qu'il est extrêmement bien entouré. Il s'est structuré de manière
chirurgical dès le début. Les gens qu'il a mis en place dans ses pâtisseries, c'est que des stars. C'est pas lui, hein, il faut le savoir. Mais sauf qu'il s'est très bien entouré. Par contre, Cyril, c'est quelqu'un qui est en contact permanent avec ses équipes, qui est proche de ses équipes, malgré la télévision. Et sa force, elle est là. Et ces derniers temps, on entend énormément parler, et tu le citais, de Cédric Grolet, Ouais. dont la spécialité est une invention. Hein. Je crois que c'est c'est des fruits, c'est ça, avec un cœur coulant. Ça coûte combien à peu près? C'est entre 18 et 22 euros la pièce. Alors, ça, Cédric, c'est un sujet qui est intéressant. Alors, ma femme, qui est la DIRCOM d'un palace parisien, qui voit aussi pas mal de choses, on a toujours un problème relationnel sur Cédric Grolet. C'est-à-dire que moi, quand il est arrivé, Cédric Grolet, je me suis dit, mais ok, tout le monde dit, maintenant les gens savent. C'est Cédric, il a fait faire des moules sur mesure, pas compliqué, qui représentent un citron. À l'intérieur, il a trouvé la bonne recette, un coup de pistolet à peinture pour les détails, et hop, c'est réglé. Et à l'intérieur, il met ce qu'il veut. Au final, ma femme me dit toujours, c'est con comme le monde. Mais oui, d'accord, mais il fallait y penser, c'est comme Bien tout. sûr. Est-ce que ça vaut le prix? À l'époque où on est dans un monde d'Instagrammeurs, le simple fait aujourd'hui, alors c'est con ce que je vais dire, mais écoute bien, le simple fait d'acheter le packaging Cédric Grolet, d'avoir le visuel de sa création, c'est déjà la moitié du prix. Donc au final, une fois que tu es dans cette réflexion-là et que tu te dis que derrière l'autre moitié du prix, c'est le côté gustatif, dire que c'est mauvais, ce serait mentir. Bien sûr. C'est bon, mais de là à vendre 20-22 euros une pâtisserie, c'est un peu limite. En tant que consommateur, penses-tu qu'on préfère acheter un produit pour ses qualités intrinsèques ou qu'on préfère acheter une image? Bah alors pour le coup, pour l'exemple, alors j'entends ce que tu dis, mais pour l'exemple de Cédric, on achète un peu les deux. Parce que Cédric, il a quand même une approche intellectuelle sur son travail. C'est-à-dire que ses pâtisseries sont pas trop sucrées, il prend des top produits, mais il y a l'image qui va autour. Et aujourd'hui, l'image qu'a Cédric va avec le packaging. Tout va ensemble. Et tu es bien placé en étant dans le milieu dans lequel tu vis, avec les choses que tu peux voir. C'est un peu comme les candidats de télé qui font des placements de produits qui a une fortune pour un truc un peu à la con, tu vois. Quand tu vas chez Cédric Grolet, déjà tu rentres dans une boutique, tu as l'impression d'être chez Chanel. Le packaging, il est chiadé. Le produit, il est chiadé. C'est mis en avant dans la vitrine comme des œuvres d'art. Donc tu achètes un ensemble. C'est ni plus ni moins que quand tu vas dans un restaurant moyen plus, mais qui a une vue sur la Tour Eiffel. C'est presque ça. En parlant des chefs stars, je pense forcément aussi à Philippe Etchebest, qu'on voit énormément à la télévision. Voilà, il a une marque forte quand même, Cauchemar en cuisine sur M6. Est-ce que c'est compatible pour toi? Est-ce qu'on peut être un chef cuisinier de renom et être très présent à la télé? La preuve, puisque ça marche. Maintenant, Philippe et moi, ouais, c'est un monsieur que je respecte, mais que j'ai jamais véritablement porté dans mon cœur. J'ai du mal à comprendre comment on peut être meilleur ouvrier de France, faire Cauchemar en cuisine, être jury d'un programme comme Top Chef, vendre un peu du rêve et faire de la pub pour de la bière, pour des bistrots miteux. Ça me dépasse, mais bon, ça c'est chacun. Pourquoi pour des bistrots miteux? Il fait une pub pour un bistrot, un routier à la con. C'est son problème. Voilà. Philippe, il faut savoir une chose, c'est qu'à mes yeux aujourd'hui, il vit sur un col de meilleur ouvrier de France qu'il a eu il y a 20 piges, où le meilleur ouvrier de France n'a jamais fait le meilleur cuisinier du monde d'ailleurs, où le taulier de l'institution meilleur ouvrier de France cuisine, je parle, parce qu'à ne pas confondre avec les métiers d'artisan, où là j'ai énormément de respect pour ces gens-là, n'est même pas meilleur ouvrier de France lui-même. C'est Alain Ducasse qui est le parrain, mais qui dit Ducasse à la tête des MOF, c'est parce que c'est le meilleur businessman français qu'on ait. Philippe Etchebest, voilà, il passe plus de temps sur des plateaux télé ou à faire de la pub que dans ses cuisines. Après, c'est son problème, mais c'est pas mon approche des choses, c'est pas ma philosophie. Aujourd'hui, voilà, c'est plus un animateur qu'un chef cuisinier. Et qu'est-ce que tu penses du principe, même de la mécanique de l'émission Cauchemar en cuisine, d'aller voir à la rencontre de restaurateurs qui ont, en tout cas sur le papier, des gros problèmes de gestion, des gros problèmes en termes de cuisine, de carte, de déco, tout ce que tu veux, et d'essayer de redresser ça en quelques jours? Tu veux vraiment mon avis? Oui, je veux vraiment ton avis. La mécanique, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que tu vas au-devant de restaurateurs qui sont dans le dur, terrible, très bien. Tu leur garantis le fait de leur remettre, je dis une connerie, mais entre 30 et 50 000 de matos neuf. Donc déjà, tu vois, ça les intéresse. Entre-temps, tu montres aux téléspectateurs que pendant une semaine, ce restaurant-là, en gros, je te la fais courte, mais c'est pour que tu comprennes, ils empoisonnent des gens tous les jours et qui ne sont pas dans la bonne démarche et qui font n'importe quoi, etc. Philippe arrive, il gueule un bon coup, il met un bon coup de pression, il fait le côté show-off qu'on attend de lui. D'ailleurs, pour le coup, je le reconnais, il le fait très bien. Voilà, il fait le côté un peu show-off. Et le dernier jour, il y a une entrée ou un plat, un dessert
qu'ils ont répété pendant 48 heures, qu'ils envoient au restaurant. Alors les gens disent c'est super, c'est génial et tout, donc ça marche. Sauf qu'au final, ils se barrent après le lendemain. Alors après, c'est de la télé, ils t'expliquent, ils font même des séquences où ils les appellent, ça va, tout va bien, ils repassent les voir et tout. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les vrais chiffres, c'est que 3 établissements sur 10 arrivent à s'en sortir. Les autres, ils s'en sortent pas. Mais il est arrivé, il a mis la main sur l'épaule du chef, il lui a offert une mallette de couteau, il a remis 50 000 de matos neuf, et voilà, l'histoire elle est C'est de la télé ou de la cuisine? C'est bien évidemment que de la télé, je te le confirme. C'est évident. Ça, c'est pas la réalité d'un restaurant. La réalité d'un restaurant, c'est que quand tu arrives dans une situation qui est en général parfois triste et douloureuse à voir, c'est triste de voir un restaurateur qui s'en sort pas. Moi, quand je regardais Cauchemar en cuisine, je me marrais pas devant le délire de certains, c'est triste. C'est des gens qui ont été soit mal conseillés, ou qui ont vu trop grand, ou qui ont été trop ambitieux, mais qui sont pas du métier. C'est triste, ça fait mal au cœur de voir des gens qui ont mis leurs économies, des fois des 20 ans d'années de travail pour mettre dans un établissement. Et il y a le Messi qui arrive, et ça reste un format télé, c'est-à-dire que limite, pour le commun des mortels, on se fout de leur gueule pendant 2 heures, et après on dit bon bah peut-être que... Et puis après on dit ah Philippe, il est vraiment super. Ouais, super. On évoquait le guide Michelin tout Ouais. à l'heure, en tout cas les nombreuses polémiques autour du guide Michelin depuis plusieurs mois maintenant. Et sur ton compte Instagram, tu as mis une photo de Paul Bocuse, Ouais. c'est ça? Je vais pas lire tout le post parce que je vais te laisser expliquer, mais j'ai retenu cette phrase, tu finis par ça. Vous n'êtes plus digne ni de prestige, ni de transparence, ni de classe, et encore moins d'impartialité. Ouais. Pourquoi? C'est ce que je pense. Je trouve ça... Je pars du principe où dans une société, il y a des symboles, il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Alors c'est ce que j'expliquais dans ce post Instagram. Quand on a un monsieur comme Paul Bocuse qui depuis une bonne grosse trentaine d'années œuvre au rayonnement international et mondial de quelque chose qui est très ancré dans le patrimoine français qu'est la cuisine, je trouve à la limite de l'écœurement qu'un an, jour pour jour après sa mort, on annonce sereinement qu'on va lui retirer sa 3e étoile au Michelin. Le guide Michelin. Voilà, le guide Michelin. Alors après, comme je l'expliquais aussi dans mon post, le guide est certainement dépassé par d'autres. Par qui? Par exemple un support comme le Goemio, par des blogueurs foot, par des influenceurs foot qui prennent de plus en plus de place. Aujourd'hui, c'est tout neuf. Quand on fait une soirée presse pour un événement, aujourd'hui, il y a 5 ans, on réfléchissait à Figaroscope, machin, les médias, cuisine, saveur, elle à table, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on fait facilement 50-50 de médias et de blogueurs et d'influenceurs qui prennent de plus en plus de place sur la zone com d'un établissement. C'est pour ça que les institutionnels aiment bien de temps en temps descendre les influenceurs. Oui, bah certainement, bien sûr, ouais, tout à fait. C'est certainement pour ça, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il y a une part d'aigreur derrière tout ça. Donc voilà, moi je considère que le Michelin a tenté un coup de com'. De quelle façon? En disant, écoutez, voilà, on est de retour. On est de retour dans le game, on laisse plus passer des choses, on fait plus attention. Si on est capable aujourd'hui de retirer une 3e à Bocuse, c'est le message, c'est on est de retour. Mais avoir une étoile dans le guide Michelin, est-ce que c'est un gage de qualité? Est-ce que c'est un gage de luxe, de gastronomie? À mes yeux, ça l'a été, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, la réalité pour moi, c'est qu'un établissement qui est rempli, c'est ça l'étoile au guide Michelin. C'est ça l'étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, maintenant, le guide, je l'estime être dépassé. Aujourd'hui, il y a eu trop d'écœurements, de déceptions. Il y a des chefs qui sont propriétaires, qui ont mis leur maison, ils ont des enfants en gage pour faire leur établissement. Ils ne vont pas les voir. Ils vont pas les voir. Aujourd'hui, ils vont voir que des gens qui ont plus ou moins la visibilité et avec lesquels il est peut-être plus simple de aussi pouvoir mener certains arrangements. D'accord ou pas avec Marc Vera qui se bat, je crois, pour faire enlever son étoile, hein, en tout cas pour plus apparaître dans le guide. Oui, d'accord avec lui. Après, Marc, il a une situation qui est un peu tendancieuse avec le Michelin depuis 10 ans. Ils lui ont retiré une il y a quelques années. Il l'a là et il renvoie un peu la balle. À mes yeux, hein, je te dis ce que je pense. Il s'est servi de cette histoire avec Bocuse pour se remettre un peu avec le micro à la main et pouvoir pousser un coup de gueule. Voilà. Il y en a d'autres qui, bien avant ça, l'ont rendu. Un mec comme Lignac, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il y a 6 mois de ça, avant qu'on apprenne cette histoire avec Bocuse, il a dit les amis, écoutez, moi le Michelin, jusque-là, je ferme mon restaurant, je vous rends l'étoile et je vais rouvrir maintenant pour faire plaisir qu'à mes clients. Mais alors, attends, je comprends pas. Il faut fermer son restaurant pour ne plus avoir une étoile? Non, lui, c'était son délire. Ah. Il s'est dit, je vais restructurer ma salle, Ok. c'est un exemple, mais fini les 10 cm d'écart entre chaque table, fini les verres en cristal comme le demande le Michelin, fini les nappes blanches, fini les machins, les trucs.
Le cahier des charges est comme ça. C'est la différence entre des mecs de bureau et des mecs de terrain qui sont dans un établissement tous les jours. Donc Cyril, il s'est dit, voilà, je ferme, je vais faire 4 mois de travaux, je vais faire ce qui me plaît et je vais faire plaisir à mes clients. Et les étoiles, merci les amis pour l'étoile, mais je vous la rends. C'est toi qui as participé à Top Chef, Jérémy. D'après toi, pourquoi malgré cette polémique qui est quand même très insistante depuis des mois autour du guide Michelin, des chefs très médiatisés, des grands chefs très médiatisés tels que Jean-François Piège, Hélène Darroze, Philippe Conticini, Michel Saran aussi ne s'expriment pas? Certainement parce que Jean-François Piège en a 2 et que son rêve ultime c'est d'en avoir 3. Que Philippe Etchebest en a eu une à Bordeaux sur une table, je le rappelle. Pourquoi sur une table? Je te dirai après. Que Hélène Darroze en a 2 et que Michel Saran en a 2. Tu vas pas cracher dans la soupe dans laquelle tu es et dans laquelle tu es bien. Parce que la tendance fait que pour l'instant ils sont dans le guide, ils sont là, ils sont max et aller cracher dans le guide, c'est évident que l'année prochaine ils ont perdu. C'est 1 plus 1 égale 2, c'est d'aller c'est de bon sens. Pourquoi sur une table? Parce que Philippe à Bordeaux a ouvert un restaurant et sur une table, Philippe Etchebest, ouais, une table dans le restaurant, la fameuse table d'hôte, The Famous, il a une étoile sur une table. Voilà. Dans le même établissement? Dans le même établissement. Ça veut dire qu'on peut avoir un établissement non étoilé, mais avec une table au sein de cet établissement qui est étoilée? Manifestement, Philippe Etchebest peut le faire. Voilà. Donc voilà. Mais donc c'est pour ça que je pense que personne s'est positionné. Malheureusement, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Non, mais juste pour que je comprenne, excuse-moi, mais c'est pour vraiment bien que je visualise le truc. Ça veut dire que je peux aller dans un établissement qui n'est pas étoilé, payer un certain prix pour un menu, c'est ça, ou un plat? Ouais. Ok. Mais si tu vas au fond là-bas à gauche et que tu payes 4 fois le prix, tu peux avoir un repas étoilé. Ah oui, c'est comme ça. Que tu vas payer plus cher? Évidemment. Forcément. Ça va de soi. Bien sûr. Et toi qui as fait Top Chef, justement, tu étais avec les 4 qu'on a cités? J'étais avec les 4, ouais. J'étais avec les 4. C'était en 2015, hein? 2015, ouais. Alors avec du recul? Ça reste une très bonne expérience. Top Chef, ça a été une très très bonne expérience. Je l'avais fait justement pour répondre à certaines questions personnelles par rapport à mon travail. J'ai fait 4-5 coups de cœur en cuisine, des très jolis compliments du chef que je respecte le plus dans ce format, qui est Jean-François Piège, qui est professionnellement un génie pour moi, voilà, donc professionnellement. Des très jolis compliments, je me suis éclaté, voilà, puis comme à mon habitude, j'ai pas triché, puis je suis ressorti avec des vraies réponses aux questions que je me posais, c'est-à-dire est-ce que j'étais vraiment fait pour ça, est-ce que j'étais capable de pouvoir donner des émotions à des mecs comme ça? La réponse a été oui. Est-ce que j'ai été capable de pouvoir, entre guillemets, me faire adouber par des mecs comme ça parce que autodidacte, pas de mentor, tu sais, ces mecs-là, ils ont besoin de mentoriser, c'est important, tu vois, parce qu'on rappelle qu'il a été formé par, c'est très important dans le milieu. La réponse a été non, je savais très bien que je ne me ferais pas adouber par ces gens-là, mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir, vraiment. Non, Top Chef, c'est un très très bon souvenir, c'est un joli concours. On rappelle à tout le monde que c'est de la télévision. Mais j'allais te poser la question, parce qu'on parlait de Cauchemar en cuisine, je te disais c'est de la télé ou c'est de la cuisine, tu me disais c'est purement de la télé. Top Chef, c'est de la télé ou de la cuisine? C'est de la télé et de la cuisine. C'est les deux. C'est les deux cette fois. C'est les deux. Ouais, c'est les deux, c'est de la télé et de la cuisine, parce que forcément, on fait de la cuisine, on ne peut pas tricher. Après, sur la journée type, tu fais 2 heures de cuisine, 6 heures de télé. Mais ça reste quand même un programme de cuisine. C'est une grosse mécanique, tu dois le savoir. C'est une très grosse mécanique de tournage, donc c'est de la télé, mais ça reste aussi de la cuisine, clairement. Qu'est-ce qui fait plus rêver aujourd'hui, d'après toi? C'est la cuisine ou la pâtisserie? Parce qu'on parlait des pâtissiers, on parlait des grands chefs cuisiniers, mais c'est comme s'il y avait un regain de la pâtisserie, non? Oui, je pense que les chefs pâtissiers, un peu dans la trempe de Cédric, de Grolet, de Yann Couvreur, de cette génération-là, je pense que ils se sont repositionnés, pas beaucoup plus haut, mais au moins un cran au-dessus. Je pense que les chefs pâtissiers ont pris une petite longueur d'avance. Mais pourquoi? Je pense parce que le luxe à la française s'exporte très très bien partout. En Asie, en Océanie, partout. Et aujourd'hui, les chefs pâtissiers, la démarche dans laquelle ils sont, c'est de sortir presque des œuvres d'art. Donc ils ont très rapidement une aura et une renommée internationale. Très visuel aussi pour les réseaux sociaux, c'est ce on que en je te dis, parlait ouais. également. L'Instagram de Cédric Grolet, c'est encore un musée d'art moderne, quoi. C'est sublime ce qui sort. Je peux te poser la question la plus simple, mais qui attend la réponse la plus simple possible. Ok. Pourquoi les anges? Regarde, ça fait 25 minutes qu'on parle. Tu as une histoire de dingue. Je dévalorise pas du tout, hein, tu vois. Sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est légitime de dire pourquoi est-ce que Jérémy Moscovici va dans les anges? Je te rassure, tu n'es pas le premier à me la poser. Ça va alors. Pourquoi les anges? C'est très simple. Parce que je pense que je suis tellement tranquille,
tellement serein dans ma vie. Arrête, on dirait comme Jeanne. Je suis tellement Ah ouais, c'est sûr vrai, que t'as raison. vous allez Ouais, perdre du poids. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça a démarré pareil. Je vais le faire un peu différemment. Je Vas-y. suis tellement serein, tellement tranquille dans ma vie que, un peu comme j'aime bien jouer au poker, un peu comme un joueur de poker, je me suis dit, écoute, je vais aller payer pour voir. Je vais aller voir. Et au final, aussi parce qu'on en parlait la dernière fois, mais j'ai un beau-frère qui, le frère de ma femme, nage dans ce milieu-là, de la télé-réalité. Et je voulais me faire ma propre idée. Donc, on m'avait déjà proposé de faire de la télé-réalité il y a quelques années. Never. Mais j'y suis allé pour voir. Et écoute, je me suis fait la conclusion suivante qui est de te dire que, bah voilà, en télé-réalité, tu arrives pour jouer un personnage et tu es un abruti, tu passeras pour un abruti qui joue un personnage. Tu arrives pour être quelqu'un de comme tu es, avec des choses à raconter, avec un vécu, avec une histoire. Tu passeras pour celui que tu es. Je trouve que la télé-réalité a une mécanique de tournage et de programme qui est beaucoup moins lourde, beaucoup moins racoleuse, quoi qu'on veuille en dire, qu'un programme comme Top Chef, pour le coup. Au final, en télé-réalité, c'est vraiment, je me suis rendu compte, tu viens comme t'es. C'est comme chez McDo. Tu vois, tu viens comme t'es et tu te verras comme tu es. Alors, je vais te poser la même question pour la 3e fois que tout à l'heure, mais que je vais adapter aux anges. Cette fois-ci, pour que je pars en cuisine, tu m'as dit c'est de la télé, c'est pas de la cuisine. Pour Top Chef, tu m'as dit c'est de la télé et de la cuisine. Ouais. Les anges, c'est de la télé ou c'est de la réalité? Je crois que ça porte bien son nom, c'est de la télé-réalité. Quand tu mets 15 mecs comme ça, plus ou moins de la même tranche d'âge, dans une baraque de dingos, qui se connaissent pas trop la veille, ou avant, à part certains qui sont vus sur d'autres aventures, quand tu mets 15 personnes comme ça dans une sublime baraque à l'autre bout du monde, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est ni plus ni moins que si toi et moi, demain, tu prends 7 potes à toi, je prends 7 potes à moi et on part en week-end. Ça veut dire que on va déconner, on va bien bouffer, on va s'embrouiller aussi certains parce qu'on se connaît pas très bien, c'est des manières de s'apprivoiser, t'en as qui se crèvent au bout de 48 heures, mais ils finissent les meilleurs amis du monde à la fin. C'est ni plus ni moins que la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, tu as le paramètre, après tu en as certains qui adaptent aussi, qui sont des vrais personnages de télé-réalité ancrés, où on attend des choses d'eux et qui donnent aussi, entre guillemets, un peu à manger et à boire à ce qu'on attend d'eux. Mais très honnêtement, c'est ni plus ni moins, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que, avec les enjeux pro en plus, différemment. C'est compatible avec la télé? Avec la cuisine? Est-ce que c'était compatible avec la cuisine? Oui. Bien sûr. Bah, quand tu vois que j'ai cuisiné au Mandarin Oriental avec Thierry Marx, c'était quand même un gage très valable. Thierry Marx, j'étais content de le retrouver sur un programme comme ça. J'ai toujours pensé que si Thierry Marx avait été dans le jury de Top Chef, j'aurais gagné Top Chef, tu vois, c'est pour te dire. Donc, quelqu'un qui a un parcours différent aussi, très atypique, un mec qui avait 20 ans d'avance à l'époque où il est arrivé. Donc oui, c'est compatible avec la cuisine. Et la preuve, les gens le verront. Quand tu as l'opportunité d'aller cuisiner au Mandarin Oriental de Hong Kong, dans une cuisine exceptionnelle avec Thierry Marx, et en plus de ça, de gagner l'épreuve de cuisine en présentant ton travail à Thierry Marx, celui qui me dit que c'est pas de la cuisine, c'est soit il est rageux, soit il n'a rien compris. Bon, et enfin, pour finir, tu as quitté le programme, donc maintenant on peut le dire. Ouais. Est-ce que tu as un regret dans cette aventure? Ouais, j'ai un regret, c'est vrai. J'ai un regret, c'est de celui le regret que j'ai, c'est de ne pas être resté plus longtemps. Je suis parti pour des raisons personnelles qui nécessitaient que je parte au moment où j'avais compris le fonctionnement. Voilà. Au moment où je commençais à me sentir bien là-bas, le casting cette année, bon, je vais pas te mentir, moi j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 11 avant de partir, j'ai tenu 2 minutes 30 tellement c'était insoutenable. Insoutenable, pas possible à regarder. Mais cette année, je trouve que le casting, il y avait des gens très très bien. Jonathan, Sarah, Rémi, Anissa, Angélique, Virgile, d'autres, des gens vraiment super, quoi. Humainement, intéressants. Il faut aussi que les gens arrêtent de se dire que les gens qui font de la télé-réalité sont... je ne me considère pas comme cela, hein. J'ai fait une expérience, mais je l'assume et je la valide à 100%, c'est pas ce que je dis, mais les gens qui font de la télé-réalité ne sont pas tous des débiles, ne sont pas des abrutis. C'est 9 sur 10, c'est des chefs d'entreprise. Arrêtez de leur cracher dessus, arrêtez de les prendre pour des débiles. C'est des gens qui œuvrent au quotidien, qui ont des affaires, qui font du business. Alors après, ça revient peut-être pas à certains, mais en tout cas, il faut le dire. Moi, je trouve que les anges, par les temps qui courent dans notre pays, je trouve que c'est feel good, je te promets. Hein. Quand tu vois la tannée du pays à certains endroits, les grèves, les machins, les trucs, tu vois 15 jeunes partir à l'autre bout du monde, essayer, alors, télé, machin, essayer d'aller conquérir Hong Kong à travers leur qualité intrinsèque et leur vie professionnelle. Putain, y a pire, non? Franchement. C'est quand même plutôt cool par les temps qui courent, où on parle de 3,5 millions de chômeurs, des grèves, les machins, les trucs, putain. Les gens sont toujours, de toute façon, dans la contradiction, dans l'opposition, j'ai envie de te dire. Je trouve que c'est plutôt feel good, franchement.
Merci Jérémy Moscovici, on peut te retrouver Plaisir. sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, tu partages beaucoup de choses. Hein. Quand tu vas au foot, quand tu cuisines, Ouais, c'est vrai, quand je vais au foot, je partage. quand tu es en famille aussi. Ouais, c'est vrai, je partage. Mais je fais plus attention parce que mes réseaux sociaux ont commencé un peu à jumper depuis les anges, donc je fais un peu gaffe à protéger un peu mon fils et tout. Mais ouais, je partage des trucs, c'est vrai, j'ai rien à cacher, moi. Et ton compte Instagram, c'est Jérémy Moscovici Top Chef 6. Est-ce que tu as Snap? Non, c'est pour te dire, je n'ai pas de Snapchat, Ok, donc on retient Instagram. Instagram. Allez, c'est parfait, de toute façon, c'est ici. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé à Jérémy, à moi-même, de cette interview en toute intimité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Merci Sam, c'était un plaisir.